Bienvenue dans cette émission. Tout au long de cette année, vous nous avez ouvert les portes de vos quotidiens, fait vivre vos combats, partagé vos passions, livré vos espoirs. Grâce à vous, LC Première a été au cœur de vos vies. Celle des enfants isolés de la tribu de Pimbois, des élèves, des cuisiniers, de la cantine responsable de la foire, des habitants de Bélep autour d'un sel de Cava, de la vie d'une collégienne d'Ouvéa quittant son île et sa famille pour partir à l'internat à Païta. Au cœur du combat que livre au quotidien une accidentée de la route qui réapprend à vivre avec sa paraplégie, au cœur de la passion des derniers cultivateurs de café, au cœur de leur vie, de celles et ceux qui ont participé à l'intronisation du grand chef du Wedj. Des hommes, des femmes que nous allons retrouver ce soir. Vivre aux îles Loyauté et y faire toute sa scolarité de la maternelle au lycée est un privilège. Mais beaucoup doivent y renoncer. Après la troisième, certains font le choix de s'installer à Païta pour poursuivre leurs études secondaires. C'est le cas de Reine Wateou, 16 ans, et celui de sa famille. D'Ouvéa à Païta, du foyer maternel à l'internat, que de bouleversements en cette rentrée 2015. À première vue, ça ressemble à un jeu, mais en réalité, il s'agit d'un travail. Ces lycéennes ramassent des cocos pour faire du copra. Nous sommes à Ouvéa. Le copra est la principale source de revenus pour la majorité des gens de l'île. Encore plus pour les familles qui doivent scolariser leurs enfants. Vous savez, c'est pas pour rien que les jeunes ramassent du coco parce que la rentrée scolaire, c'est vrai que c'est cher et les jeunes ils ont souvent besoin de l'argent pour la rentrée scolaire, mais pas seulement pour la rentrée, même pour leurs besoins. Nous, ici, au niveau de la famille, on a déjà quatre filles qui sont parties en métropole. On avait fait du coco pour eux. Parce qu'on sentait bien les besoins là-bas en métropole. Hein, c'est très loin. Bon, ici encore sur le territoire, ça va encore, les parents ils sont là. Mais métropole, c'est quand même assez loin hein, pour avoir de l'argent. La filière copra est soutenue par la province des îles. Le coco séché est acheté 130 francs le kilo par l'huilerie située à 20 km d'ici. Mais les gens ont également la possibilité de vendre du coco non séché aux propriétaires du four. Il y a des enfants où leurs parents ne travaillent pas. Puis là, pour aider un peu nos parents, on fait du copra pour avoir des pièces. Vous faites le copra pendant toutes les vacances? Oui. Chaque vacances, on entend ses cocos, puis après, on fait du copra. Et Reine Wateou a toutes les raisons de s'appliquer à cette tâche. En effet, pour la première fois, elle va poursuivre sa scolarité hors d'Ouvéa. Malgré la séparation de ses parents, c'est une jeune fille très entourée. Et des deux côtés, l'objectif, ce sont les études. On doit partir avec sa grand-mère, accompagnée par sa grand-mère. Sinon, moi, j'ai juste les encouragés pour donner des conseils, tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il fallait faire attention à elle, tout ça. Dans la famille de sa maman, Reine a une cousine qui a quitté le cocon familial l'an dernier pour l'internat à Nouméa. La même chose est en train de se dessiner pour elle. Quand on les encourage, souvent, c'est de penser qu'ils sont là-bas pour l'école. Si on est là derrière eux, si on fait les cocos et tout ça, les journées, c'est justement pour la réussite. Donc, qu'ils aillent à Nouméa pour l'école, quoi. Mais comment se résoudre à quitter l'île la plus proche du paradis pendant toute une année scolaire, avec en plus une obligation de résultat? En ces derniers jours de vacances, Reine et ses cousines ont un peu le vague à l'âme. Car pour les enfants des îles, le challenge, c'est s'intégrer très vite, se concentrer sur les études et trouver un équilibre entre le travail et les loisirs. Quelqu'un comme Renette, quel conseil tu lui donnerais? De partir sur Nouméa et faire les études et à l'encourager pour qu'elle arrive ici avec, son diplôme. Ça va être meilleur pour les parents. Autre monde, autre rythme, Nouméa, à 35 minutes d'avion d'Ouvéa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie. Une semaine avant la rentrée scolaire, s'apparente à une ruche. Reine est nerveuse et la présence de notre caméra n'arrange rien. Là, on est venu avec 30 000 francs par an. Ça y est, c'est bon, c'est assez parce qu'il y a son père qui travaille ici à Nouméa. Elle va prendre un petit peu de linge, mais puis après, ça y est, c'est bon. Si elle a besoin encore, elle va dire à son père, comme ça, ils vont venir faire des courses.
Le papa de Reine et sa famille habitent la commune de Païta, à une dizaine de kilomètres de Nouméa. C'est ici que la jeune fille passera ses week-ends et sans doute les petites vacances scolaires. Au moment de partir pour l'internat, Reine a le blues. Pas envie de tourner. Vous pouvez faire... Tourner où? Ah oui. La descente. Allez. Et là? Par chance, l'internat du lycée Anova est à un quart d'heure à peine de la maison. Mais pour son premier jour d'indépendance, toute la famille l'accompagne, et même sa mamie, pour qui cette séparation est un déchirement. Les internes du lycée Anova sont au nombre de 140, dont un peu plus de la moitié chez les filles. Son père étant au travail, c'est son oncle qui fait les formalités de rentrée. Intimidée par les lieux et angoissée à l'idée de quitter les siens, la jeune fille ne dit pas grand-chose. Bonjour, c'est pour... Moi, c'est Mirella. Oui. Pour Rennes. Pour elle, voilà, c'est ici, là. On va compléter ce box-là. On va se mettre... Si elle est en haut, comme je disais aux autres, les casiers, c'est sur place. C'est sa première année d'internat? Oui, c'est sa première année. Ben, Rennes, soit il y a une place en bas. Si tu es en bas, le casier, c'est l'autre côté. Là-bas dans le vestiaire. Si tu es en haut, le casier, il est sur place. Hein? C'est bon? Première année d'internat? Oui. Non, mais il est bien. Par rapport à certains internats, on a vu, mais celui-là, on ne sait pas. On le voit toujours de la route, mais on n'est jamais rentré. Mais je trouve qu'il est bien. C'est gentil. Voilà, tu vois, c'est des petits d'OVA, ça. Alors, tu ne fais pas dépaysé, là. C'est des repères chaque année. Voilà. 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 C'est les retrouvailles, voilà. Une brève visite de son nouvel espace de vie, quelques clichés pour immortaliser l'instant, et la voilà, tel un papillon prêt à prendre son envol. L'internat, c'est vrai que tu deviens autonome, en vrai. Tu deviens autonome et puis voilà, tu apprends à te débrouiller toute seule. Il n'y a pas toujours papa et maman et les grands-parents derrière, quoi. Une centaine d'enfants environ quittent UVA chaque année pour poursuivre leurs études secondaires sur la Grande Terre. Reine Wateou, 15 ans, est en seconde ES. Elle espère décrocher son bac puis continuer. Elle s'est jurée de revenir travailler sur son île, là où le bleu du ciel se confond toujours avec celui de la mer. Quand c'est terminé, alors ils disent qu'il pleuvra un jour. C'était un reportage de Thérèse Oya, Michel Bouillet et Gaël Decheverry. Et on retrouve Reine, ici, à l'internat du lycée Anova à Païta. Bonjour Reine. Bonjour. Alors dis-moi, comment s'est déroulée cette vie en internat? Ah, mais c'est pareil comme voilà, la maison, mais sauf que faut suivre des horaires. On avait du mal début d'année, parce que là, on n'est pas habitué. Enfin, ici, déjà, le matin, on prend le petit déjeuner, puis après, déjà, le lycée, il est loin par rapport à l'internat. On marche à pied. Début d'année, on ne savait pas. On était habitué à se réveiller tôt pour aller prendre le petit déjeuner, puis dès 7 heures, après, on quitte l'internat pour aller au lycée. Et le soir, après les cours, tu termines vers quelle heure? Mais à 4h, 5h, ça dépend. On a des cours d'études, puis c'est bon, il y a les éducateurs aussi derrière nous. Et voilà, mais ils sont là pour nous aider aussi. Puis voilà, il y a les filles, les premières, enfin, les grandes. Voilà. Quand on a besoin d'un truc, on les demande. Et voilà, après, ils nous aident. Et du collège à UVA au lycée ici, quelle a été la plus grande différence? Oui, voilà, les cours, puis l'entourage aussi. Ben, ici, on a plus de profs, puis salle de cours, ben, c'est les étages. Nous, à UVA, c'est les bâtiments comme ça. Enfin, c'est toi qui as décidé de venir à Païta ou c'est tes parents? Non, c'est moi. Pourquoi tu as voulu venir ici? Ben, premièrement, parce que ben, voilà, on habite ici sur Païta. Puis, ben, voilà, mon père puis tous ses frères, ben, ils ont fait le lycée à Nova. C'est pour ça que j'ai choisi aussi d'aller au lycée là, à Nova. Tu me disais au téléphone que tu appelais souvent ta maman. Qu'est-ce qu'elle te disait là pour t'encourager? Ben,
voilà, de venir ici sur Nouméa, puis voilà, venir ici c'est pour l'école, puis voilà, essayer de retourner à la tribu avec au moins un diplôme dans la poche. Merci Reine. 2015 a été marqué par la prise de fonction officielle du tout nouveau grand chef du district du Wedj, Jean-Baptiste Oukéinesso Siazé. À 32 ans, il succède à son défunt père, Paul Clément, après une période de régence assurée par son oncle, Pascal Siazé. Une cérémonie des plus importantes de par sa rareté, une passation de pouvoir dans les règles de la coutume en Pays ou à Lifou, qui a rassemblé tous les habitants des 17 tribus du district du Wedj et bien au-delà. Aujourd'hui, je suis prêt à remplir la tâche qui m'a été confiée. Le son de la conque retentit dans tout Djéhoulifou. À Noupel, enceinte sacrée de la grande chefferie de Wedj, un événement est annoncé. Depuis l'arrivée de la religion il y a plus d'un siècle et demi, ici 3 générations de grands chefs se sont succédés. La chefferie de l'époque, c'était carrément au bord de mer. C'était au bord de mer. On est arrivé ici, c'est un peu comme tous les temples. On a suivi un peu les pasteurs, on a suivi un peu les prêtres pour venir s'implanter là où il y avait l'église. La parole de Dieu et la sagesse des ancêtres ont forgé cette assise coutumière sur laquelle s'appuie aujourd'hui Jean-Baptiste Oukéinesso, marié à Emma Chaya, originaire de Melek Alessi, le fils cadet du défunt grand chef Paul Siazé, est en passe de prendre la succession après quelques années de régence assurée par son oncle Pascal. On ne peut pas parler d'intronisation parce que ce n'est pas du tout une manière de fonctionner de chez nous. Mais par contre, c'est simplement la continuité de la fin de la régence du grand chef Pascal et la continuité par rapport à ce qui a été désigné par le grand chef Paul Clément Siazé. Et là, nous pouvons considérer la connivence dans la famille Siazé qui fait que la famille est toujours restée unie. Et ça, c'est un exemple de stabilité entre nous. On peut parler autour, mais ce n'est pas une intronisation, c'est simplement la suite. Je salue beaucoup le courage de notre défunt grand chef parce qu'il a su choisir la voix de son peuple, de ses sujets. La stabilité de la grande chefferie incombe aussi au clan des Hatchessi, ou conseillers sacrés. Ainsi, il a été décidé que Jean-Baptiste reprenne le flambeau à la place de son frère aîné. Pascal a sa place. Pascal, c'est le fils aîné de la maison. Mais maintenant, par rapport à la gestion politique particulière à la tradition, c'est Jean-Baptiste. Pour honorer Jean-Baptiste, les chemins coutumiers convergent vers le Wedj. Les 2 autres grands chefs de l'île, Evanessi Boula de Lessi et Pierre Zéoula de Gaïcha, sont venus encourager le Benjamin. Tasu, utela mesh. Le dévouement de Wedj à son nouveau grand chef est sans faille. Pour cette grande occasion, chacune des 17 tribus du district a confectionné 5 bougnats et autant d'hors d'œuvre et de desserts. À Nang, tribu du petit chef Pascal Ouachapo, on s'est levé aux aurores. Que chaque classe sociale a son rôle au niveau de ces événements coutumiers. Et nous, en tant que jeunes, on doit préparer les bougnats, tout ce qui est les boissons, on ne peut pas. Et les vieux, ils doivent remercier les gestes, les femmes hors d'œuvre, et nous, on est là. Et à travers ces gestes-là, il s'est fait du jour, on essaie de rechercher la bénédiction qui se cache à travers le sacré. C'est aussi un devoir qu'on se doit, car à travers la culture kanak, on est avec une identité, et cette identité-là se définit dès à la naissance. Tous les clans de Wedj sont réunis pour vivre ce changement au sein de la grande chefferie, un moment unique. Pour moi, personnellement, c'est une fois dans notre vie.
Son mariage, c'est une fois dans notre vie. L'intronisation, c'est une fois dans notre vie. On aura de quoi leur expliquer et puis comment ça se passe. Puis raconter comment ça s'est passé pour l'intronisation du grand chef. Un tel événement, on arrive pour tous les 35 ou 40 ans. Un événement comme ça ne se passe pas tous les jours, tous les ans. Il n'y a pas de renouvellement de grand chef. Il y a simplement une prise de fonction au fur et à mesure de la disparition des uns et puis de la montée des autres. La prise de fonction de Jean-Baptiste Oukénésodi Sihazé est saluée par de nombreuses personnalités. Les grandes chefferies des autres aires coutumières du pays sont également présentes. Tu donnes l'exemple à tous les jeunes du pays. On n'est ni jeune, ni vieux pour prendre des grandes responsabilités. L'importance, c'est qu'on soit prêt à le faire. Pascal, cette hache ostensoire avec la charte du peuple kanak, tu le remettras tout à l'heure au futur grand chef. Et que là n'a pas amègue nekang mo kwa me yangara dilage amègne ba di tike. Moment historique dans la case de Noupel et une première dans la succession des chefferies du pays. La passation de pouvoir est officialisée par un acte coutumier. Le document est paraphé par les 8 clans aînés poteaux de la chefferie. Parmi eux, David Sinewami, le grand chef de la Roche-à-Marée. L'un de ses ancêtres avait trouvé refuge auprès de la grande chefferie de Wedj. Toutes ces personnes ont confirmé d'un commun accord consentir à la nomination du grand chef du district coutumier du Wedj. L'événement est célébré en grande pompe par toutes les troupes de danse de Wedj. Les grands chefs qui se sont relayés dans cette transmission ont toujours été des grands chefs du temps. Par exemple, Paul a rentré la coutume dans le 2e millénaire avec les infrastructures, le conseil du district, le comité de développement. Maintenant, c'est à Jean-Baptiste. Soit d'étoffer ce qui a été transmis jusqu'ici, mis en place par les vieux, et puis de rénover. Et ça, on leur fait confiance. À Jean-Baptiste et au travers de Jean-Baptiste, toute la jeune génération. La passation de pouvoir met fin à 7 ans de régence de Pascal Sihazé. Celui-ci conserve son poste de sénateur coutumier, période aussi pendant laquelle le tout jeune grand chef s'est forgé une stature pour reprendre le flambeau. Aujourd'hui, je suis prêt à remplir la tâche qui m'a été confiée avec détermination et enthousiasme. En y consacrant toute mon énergie, je continuerai avec sérieux et ambition ce que mon père a commencé, mais avec mon caractère et ma propre vision des choses.
C'était un reportage de Sylvie Méhoun et de Claude Lindor. Et pour en savoir plus sur cette passation de pouvoir, nous retrouvons Pascal Siazé ici à Nouville au Sénat coutumier. Pascal Siazé, bonjour. Bonjour. Alors vous avez occupé la fonction de grand chef du district du Ouetch durant 7 années. Comment avez-vous aidé, épaulé, formé votre neveu Jean-Baptiste Oukenisso? Eh bien, c'est essayer de l'amener sur le travail déjà. Lui conseiller de ne pas rester en dehors de tout ce qui soit organisé au niveau du district et de s'intéresser à la politique, d'être très proche de ces sujets, de manière à ce qu'ils soient accessibles et qu'ils puissent par la suite comprendre les problèmes dans les familles, dans le district, dans le clan. Ouais. C'est-à-dire que le rôle de grand chef aujourd'hui a évolué par rapport à vos aînés? Oui, effectivement, depuis déjà Paul, le grand chef défunt, le père de Jean-Baptiste, le père de Jean-Baptiste, qui a déjà introduit le district, la coutume dans le millénaire nouveau, et par l'installation de nouvelles structures qui viennent répondre aux besoins qui émanent des tribus, des communautés, comme par exemple le conseil district, le comité de développement. Il y a l'exemple du tourisme croisiériste qui a fêté ses 20 ans et dont je salue les membres et qui est positif. Des projets portés surtout par la coutume. Et ce qui veut dire que si juste ici on a dit que, à titre d'exemple, la coutume est un frein de développement, on est en train de prouver que la coutume n'est pas du tout un frein au développement. Donc du coup c'est une affaire de famille, une affaire de continuité. Paul Clément Siazé, vous Pascal et maintenant Jean-Baptiste Oukenisso Siazé qui reprend la chefferie, il va poursuivre cette logique de développement qu'a initié son père. Oui. À chaque fois qu'il y a passation de la chefferie, du pouvoir, comme on dit, le pouvoir c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, il y a simplement une continuité de ce qui a été fait déjà. Si bien qu'aujourd'hui il va falloir réfléchir sur des problèmes. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des problèmes qui surgissent et que la coutume n'a pas de réponse. Comme par exemple le mariage pour tous, et bien d'autres problèmes encore, comme le COEST, des réflexions qu'il va falloir, par exemple, réfléchir sur comment répondre à un vide juridique qui existe et qu'on n'arrive pas à dépasser. Alors pourquoi il a été décidé que ce soit le Benjamin, Jean-Baptiste, qui reprenne la chefferie et non pas son frère aîné? C'est une décision qui a été prise par le père. Quand on a travaillé sur la charte, on avait employé un mot assez difficile, la cosmogonie. Donc la cosmogonie de la famille qui est tout simplement retransposée au niveau du clan et du district, fait que les décisions, par exemple, qui sont prises par le grand chef lui-même, est quelque chose qui est intrinsèque, particulier à la famille, qui est ensuite partagé. Bon, bien sûr, les décisions d'un grand chef ou d'une chefferie ne sont jamais unilatérales. On prend les décisions, mais à partir des conseils qui nous ont été donnés par l'entourage, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le langage courant le chef de clan, et puis nous, les proches de la chefferie, mais la décision finale a appartenu au papa. Merci Pascal Siazé de nous avoir reçus ici au Sénat coutumier. Mais c'est moi qui vous remercie. On l'était. Prendre la route sans aucune appréhension, pas facile lorsque l'on sait que les accidents routiers tuent 6 fois plus en Nouvelle-Calédonie qu'en France métropolitaine. Selon une étude des autorités sanitaires parue en 2014, la Nouvelle-Calédonie est l'un des plus mauvais élèves en matière de sécurité routière. L'an dernier, il y a eu 67 morts et 63 blessés. Des blessés dont le quotidien change parfois radicalement, comme nous le témoigne Marie-Paul Goroporeggio, victime d'un accident de la route. Voici le rituel de Marie-Paul. Musculation 2 fois par semaine suivie de pompes. Marie-Paul n'est pas sportive, elle est paraplégique depuis 4 ans.
Les séances de kiné sont nécessaires depuis son accident de la route survenu alors qu'elle était seule au volant et en état d'ivresse. Elle revenait d'un repas à Pointe-d'Imier. Moi, je ne peux pas trop raconter comment j'ai fait pour tomber, parce que je ne sais pas comment je suis partie de là où on a fait l'apéro. Je ne sais pas comment... voilà. Vous étiez seule à bord finalement? Oui. Vous aviez bu? Et la vie, elle bascule. Voilà. Depuis l'accident, Marie-Paul se plie à d'autres exercices. Il l'aide à enlever les tensions de son dos. Des séances suivies par Isabelle, kinésithérapeute et amie de Marie-Paul. En fait, on essaie d'étirer un petit peu tous ces muscles du dos. Et puis, c'est vrai qu'elle a souvent des tensions et autres. Et le fait de pouvoir appuyer, pousser, et puis elle me guide. Et ça lui fait du bien. Oui. Ce fauteuil, devenu une seconde peau, il a fallu l'accepter à 41 ans. Marie-Paul a changé son regard sur la vie. Cette mère de 2 enfants s'est recentrée sur sa famille. Un accident comme une métamorphose. J'étais quelqu'un vraiment de très intolérant, Et ça me permet justement, je crois que de rester bloqué dans une chaise, ça me permet de faire un travail sur soi-même et puis de continuer à avancer, mais sereinement, en paix, quoi. Peut-être plus sereine, mais handicapée au quotidien. Une journée de Marie-Paul, c'est un peu de cuisine et de lecture dans la maison de son jeune frère à la tribu d'Ométeux. Celle qui gérait un jardin d'enfants se retrouve à vivre d'allocations et n'a pas de projet professionnel immédiat. Je me dis que je suis toujours en convalescence, en fait. Du coup, j'ai toute ma famille qui est là, qui m'aide beaucoup. Et puis, je suis plus... mon quotidien, c'est plus mes enfants, quoi. Je suis plus présent pour mes enfants, surtout pour eux dans les études et tout ça. Marie-Paul témoigne aujourd'hui pour que son exemple ne soit pas répété. La spirale des accidentés de la route, elle n'en veut pas. C'était le portrait de Marie-Paul Goroporeggio, signé Valérie Jonot, David Sigal. Et à mes côtés, le docteur Olivier Muller, médecin urgentiste. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, comment se déroule la prise en charge des accidentés de la route une fois aux urgences? Quand ils arrivent aux urgences, on essaye de catégoriser le degré d'urgence, justement pour savoir si c'est des accidents graves ou moins graves, et en fonction de la gravité qu'il peut y avoir, on essaie de les prendre de façon plus prioritaire par rapport aux autres pathologies. Alors, quelles sont les principales séquelles des blessés de la route? Alors, au niveau des séquelles, elles peuvent être de plusieurs types. Alors, vous avez des séquelles qui sont bénignes, des plaies, des choses comme ça, des brûlures, qui peuvent être handicapantes. Et puis d'autres séquelles plus graves, des paraplégies, des tétraplégies, des traumatismes crâniens graves, des troubles psychologiques chroniques. Voilà. Dans les cas les plus graves, voir ces corps ainsi broyés, est-ce qu'on s'y habitue ou pas? On ne peut jamais s'y habituer, il faut savoir se détacher en fait du contexte pour pouvoir soigner de façon adéquate les personnes. Et dans ces cas les plus difficiles, y a-t-il une cellule de soutien entre vos collègues par rapport aussi vis-à-vis de la famille? Pour la famille, il y a toujours une prise en charge psychologique qui est disponible au sein des urgences. Après, concernant nos propres personnes, on discute beaucoup avec nos collègues, on débriefe lors des staffs, voilà, afin de voir si on a fait tout ce qu'il fallait faire, si tout s'est bien passé. Et puis après, on peut avoir un suivi au niveau de l'hôpital, aussi au niveau psychologique, si on le souhaite. Mais voilà, surtout avec les collègues, on discute et puis ça nous permet de débriefer. Alors cela fait 10 ans que vous travaillez aux urgences. Quels sont les cas les plus difficiles que vous avez rencontrés et à l'inverse, les cas qui vous ont marqué positivement? Alors les cas les plus difficiles au niveau de l'accidentologie, c'est toujours les enfants. C'est toujours plus délicat de prendre en charge des enfants.
Après, toutes les pathologies d'accidents qui sont graves sont difficiles à prendre en charge. L'important, c'est surtout de bien pouvoir les prendre en charge correctement, avec toutes les dernières recommandations, pour leur amener le maximum de chances d'avoir le moins de séquelles possible. L'événement positif, il y a plusieurs événements positifs suite aux accidents. Surtout, de façon plus générale, c'est surtout la famille quand il y a un gros accident, des gens qui sont comprimés dans les véhicules. C'est surtout la famille qui vient nous aider, nous donner un coup de main, les gens qui viennent nous aider. Ça, je trouve que c'est quelque chose de très positif parce qu'on sent qu'il y a une solidarité vis-à-vis des gens pour les accidentés. Et ça, c'est vraiment très agréable de pouvoir travailler dans ces contextes-là. On a à côté de nous ce magnifique hélicoptère. En quoi il est une aide précieuse? Alors surtout pour les délais de prise en charge, puisqu'on sait qu'un accident, ce qui est très important dans un accident, c'est que les délais de prise en charge soient très courts afin d'amener les premiers secours le plus rapidement possible. Ça, c'est la première chose, donc pour aller sur le lieu de l'accident. La deuxième chose, c'est pour pouvoir ramener le blessé rapidement et pouvoir intervenir. C'est-à-dire que si on a un problème sur le blessé dans l'hélicoptère, on peut se poser très rapidement et donc continuer la réanimation. Et voilà. Donc c'est surtout un vecteur aérien qui est très rapide et qui nous permet d'aller quasiment sur l'ensemble de la Calédonie. Merci Olivier Muller d'être venu sur ce plateau avec nous. Merci. Au cœur de leur vie, séquence 8, première. C'est une école primaire isolée dans la tribu de Pimbois, à plus de 30 km de Wegwa. La création même de cette école de proximité, il y a 22 ans, est née de la volonté des coutumiers. Grâce au combat de leurs aînés, les enfants de Pimbois peuvent suivre leur scolarité de la maternelle au CM2, au cœur de la chaîne auprès de leur famille. Retour en ce début de rentrée 2015 avec l'émotion du premier jour. Au nom de tous mes collègues qui sont malgré la pluie tous présents aujourd'hui, maîtresse Vanessa qu'on accueille cette année, maîtresse Fabi, monsieur Charlie, maîtresse Hélène, maîtresse Vilma, maîtresse Victorine, toute l'équipe au complet que je représente, je tenais à vous présenter ce geste. À Pimbois, l'année scolaire commence toujours par une coutume. Tous les élèves vivent en tribu, comme Fabiola. À 6 ans, elle fait aujourd'hui son entrée en CP. Sa maman, Johanna, est la présidente de l'association des parents d'élèves. Je vous remercie bien de ce geste déjà que vous nous donnez. Et puis, on n'a pas grand-chose à dire, mais simplement on confie nos enfants cette année pour que vous puissiez les prendre et faire le travail qui doit se faire pour qu'ils puissent avoir quelque chose dans 20 ans ou dans 30 ans. De la part de tous les parents, on dit une bonne année, une bonne rentrée et une bonne année 2015. Merci. Mais l'année 2015 ne commence pas très bien, justement. Depuis hier, des pluies torrentielles perturbent la rentrée. Au village de Wegwa, la mairie vient même d'ordonner les premières évacuations. Tous les enfants de Bondé et Manguine doivent être à l'entrée du portail. Ils sont évacués dans 5-10 minutes. Il pleut trop. Donc Ok, d'accord, c'est bon. ça fait partie des inconvénients et puis des aléas d'une rentrée scolaire en province nord. Intempérie ou pas, la rentrée, ça se prépare. La veille, Fabiola et sa maman ont fait leurs derniers achats à Koumak, à 60 km de chez elle. Comme toutes les petites filles, Fabiola adore le shopping. Il y a assez de place dedans. Hein. C'est bon, hein, tu pourras tout mettre dedans. D'accord. Et puis quoi encore? Comme on ne descend pas à Koumak tous les jours, autant se faire plaisir. Il y a des magasins ambulants qui passent le mercredi et le vendredi. Après, pour les grandes courses, on est obligé de venir sur Wegwa ou Koumak, mais plutôt sur Koumak parce qu'on peut trouver tout ce qu'on veut pour les grandes courses. Merci. Who's to say
grande course terminée, Johanna et Fabiola retournent à la tribu. Durée du trajet entre 1h et 1h30. Si on va à Ouégoua, c'est bon, mais quand on va jusqu'à Koumak, c'est pas bon tous les jours, quoi. On ne peut pas le faire tous les jours. Déjà avec l'état aussi de la route, il y a des endroits où comme le coltard est bien esquinté, alors c'est fatigant. Voilà. Pour éviter les trous et des trucs comme ça. À l'école de Pimbois, c'est aussi la dernière ligne droite avant la rentrée. Les lavabos pour les petits, ils pourront laver leur petit pinceau là, toutes leurs affaires, ils ne seront pas obligés d'aller aux toilettes de la maternelle, c'est formidable. Article numéro 1, le directeur doit s'assurer de la sécurité des bâtiments et de l'hygiène dans une école. C'est son souci majeur à la rentrée. Et puis moi ce soir je vais bien dormir parce que demain l'école sera propre, fonctionnelle, les instituts présents et puis voilà quoi, feu pour une nouvelle année quoi. Toujours aussi enthousiaste, monsieur le directeur. C'est pourtant sa 22e rentrée à Pimbois. En mars 93, tout juste diplômé, il a accueilli ici les tout premiers élèves. Il y a 22 ans, il n'y avait rien, il y avait simplement ce terrain nu qui a été donné par les coutumiers, parce que c'est une volonté des parents d'élèves d'avoir une école publique de proximité. Au départ, il n'y avait pas d'électricité, on descendait sur Ouégoua faire nos photocopies. Puis progressivement, on a eu un groupe électrogène qui nous a permis de pouvoir être autonome. Cette année, le projet qui est acté, c'est l'installation de 2 tableaux blancs interactifs avec bien sûr la climatisation. Tout ça voilà, pour dire que même si on est au fin fond de Pimbois, au fin fond d'une commune des plus éloignées du territoire, on se doit avec tous les partenaires de donner un maximum de moyens aux enfants pour leur plus grande réussite scolaire. Fabiola, on se réveille. C'est l'école aujourd'hui. Ouais. Allez, on va aller prendre son petit déjeuner. C'est l'école aujourd'hui, Fabiola? Oui. Tu vas aller à l'école ou pas? Oui, je veux. T'aimes bien aller à l'école? Oui. Très bien, allez, dépêche-toi. Fabiola est prête. Elle a de la chance. L'arrêt de bus est tout près de sa maison et le trajet dure 5 minutes à peine. Ses camarades de Waon aux confins du district mettent 45 minutes pour rejoindre l'école. La coutume a été échangée, les classes constituées, il est temps de distribuer le matériel. Ici, chaque élève reçoit gratuitement toutes les fournitures scolaires. Fabiola est dans la classe de maîtresse Fabienne, une classe à double niveau, CP-CE1. Lors de ce cycle, elle va devoir acquérir les fondamentaux. Voilà, comme maîtresse, comme je l'ai fait. Oui. J'essaie d'écrire pareil. Faut la même couleur? Jusqu'en 2012, l'école s'arrêtait au CE2, les enfants partaient ensuite à Ouégoua. Depuis, une institutrice a été recrutée. Maîtresse Vanessa s'occupe des maternelles, maître Charlie des plus grands. En plus de l'instruction classique, les élèves suivent un enseignement en langue et culture kanak. Maîtresse Fabienne, il y a français. La maîtresse Victorine, il y a la phonologie. Depuis 3 ans, 7 heures par semaine, les enfants apprennent à lire, à écrire et à compter en langue kyoangan. Pore, poro, pokon, popa, ponim, ponimare, ponimadou, ponimaba, toui. Il y a eu une amélioration des résultats scolaires et on s'approuve par les résultats des évaluations à la fin de grande section et pas seulement qu'en langue orale. Il y a aussi dans le domaine des mathématiques et dans tous les domaines. Voilà. Il y a une grande amélioration des résultats et ça c'est très positif. Pour ses 20 ans, l'école a reçu un nom en langue, Ovalé, la passerelle.
on arrive. Les, c'est là. On arrive là. C'est l'endroit où on arrive, mais comme je disais tout à l'heure, pour compléter les connaissances qu'on a, les connaissances de base, l'éducation de base qui est à la maison, mais c'est dans le sens toujours d'asseoir l'enfant dans sa culture, dans son environnement tribal. Voilà. Pour lui permettre d'aller plus loin, finalement. Pour lui permettre d'aller plus loin. Donc, normalement, ça ne s'arrête pas là. Ça continue après au collège, au lycée, pourquoi pas plus, quoi. C'est ce qu'on espère en tout cas. Au Valais, une jolie passerelle aux couleurs de l'arc-en-ciel pour Fabiola et tous ses camarades de Pimbois. C'était un reportage de Caroline Antiche-Martin et de Gaëlle Decheverry. Et c'est ici, à l'école publique de Vaud, qui nous a ouvert gracieusement ses portes, que nous retrouvons Johanna Pébou-Poitili, présidente de l'association des parents d'élèves des Pimbois. Johanna, bonjour. Bonjour. Alors jusqu'en 2013, les élèves du CE2 au CM2 quittaient la tribu pour être scolarisés ailleurs. Grâce à la volonté des parents, ça n'est plus le cas. Quelles étaient alors vos motivations? De continuer la scolarité jusqu'en CM2, au moins plus par rapport à des... Voilà, les enfants allaient trop jeunes. Et puis pour les garçons, ça va parce qu'ils ont des caractères plus forts. Tandis qu'une fille, souvent, elle pleurait, elle ne voulait pas descendre sur Ouégoua. Et c'est vrai que c'est très très dur d'envoyer son enfant dès 7 ans, 8 ans. Alors justement, votre travail au sein de l'APE, c'est d'être un intermédiaire entre le personnel enseignant et les parents. Avez-vous des exemples? Racontez-nous comment ça se passe entre vous, les projets que vous avez pu réaliser cette année. Cette année, on a un service civique qui nous aide beaucoup grâce à la mairie, aux animateurs de la mairie qui nous ont bien aidés pour avoir le service civique. On aide toujours au niveau des jouets, par exemple pour la Noël. Comme il y a aussi maintenant la langue, le LCK. Les langues kanak enseignées voilà, à l'école primaire. Souvent, nous on participe au niveau planter les ignames, aller arracher les ignames, couper les rames, planter les rames. Enfin, les parents participent beaucoup. Ouais, d'ailleurs, les ignames qui se retrouvent à la cantine, puisque c'est vous qui gérez cette cantine. Qui sont les cuisinières? C'était toujours les parents qui faisaient la cuisine. Alors quand ils ont changé le statut pour être école publique, à ce moment-là, ils ont toujours gardé on va dire cantine familiale. Du coup, maintenant l'association gère, c'est-à-dire reçoit l'argent de la province et de la mairie, et l'association fait participer les mamans de chaque enfant qui est scolarisé là-bas, qui font la cuisine. Voilà. Et à chacune, tour de rôle, elles interviennent à la cuisine par semaine. Et vous utilisez les produits locaux? Voilà, on a deux jours dans la semaine, on fait les produits locaux, les maniocs, les feuilles, et tout, voilà. Merci Johanna Pébou-Poitili d'être venue sur Vaud, vous qui vous êtes déplacée de Ouégoua. Merci beaucoup. Merci. Passons à présent à un tout autre sujet. Nous allons aborder la question du kava. Apparu dans les années 60 en Nouvelle-Calédonie, le kava joue un rôle économique et social de plus important depuis les années 80. Sa consommation, dont des nakamal, est devenue un mode de vie, un phénomène de société qui s'est implanté bien au-delà des villes. À Belep, il y a au moins un nakamal dans les 7 tribus de l'île. Voici un reportage de Valérie Genot et de David Sigal. Dans l'île des pêcheurs, un rituel est installé. À 16h, les habitants se regroupent le long de cette baie de Ouala. Pas de départ en mer prévu, mais un arrêt au nakamal. Il y en a une dizaine à Belep. Mélas Poitili, un pêcheur de 58 ans, consomme régulièrement du kava. On discute entre nous,
des problèmes de la vie, quoi. Est-ce que ça pose moins de problèmes finalement que l'alcool? Oui, ça pose moins de problèmes. Oui, beaucoup moins, oui. Les clients vont boire 10 litres de cette boisson en 2 heures. Et c'est comme ça, 7 jours sur 7, un air de Vanuatu plane à Belep. Bienvenue chez les Teambweon à la tribu de Sainte-Marie. En début d'après-midi, les jeunes hommes du clan terminent la coupe de kava. Les morceaux de la racine anesthésiante ne sont pas encore prêts à la consommation. D'abord, il y a le broyage et aux manettes, Anakle Bwanawe. Ça nous dépend carrément pour acheter des petits trucs, soit du café ou soit des provisions de la messe, quoi. À Belep, le kava est donc bien plus qu'une boisson, un moyen de subsistance. Maintenant, il faut presser un mélange de racines et d'eau. Anakle Bwanawe, 27 ans et sans emploi, rêve d'être capitaine de bateau. En attendant, ce travail lui permet de croire au développement de son île et à ses projets. Projet de pêcherie ou je sais pas, faire des gîtes touristiques ou tout ce qui concerne les îles, quoi. Voilà. Rester en même temps sur l'île mais avoir du travail, quoi. Voilà, avoir du travail. C'est ça. Dans la baie de Wahala, autre lieu, autre nakamal. Ici, le public est plus féminin, comme si la racine avait des vertus émancipatrices. Nous, on boit ici, mais si c'est fini ici, on va dans les heures de nakamal. Les femmes de Belep, elles boivent aussi du kava comme les hommes? Oui, elles boivent beaucoup. Le kava serait-il alors une boisson magique à Belep? Pas sûr, répondent les responsables coutumiers. On est accro, on est tellement accro. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas le supprimer. Les limiter, enfin, voilà, dans la semaine, ou voilà, donner des jours qu'on peut faire ou ne pas faire, ou seulement les week-ends. Mais pour l'instant, rien de décidé. À Belep, la coupe de kava a encore une longue vie devant elle. Le café calédonien est aussi appelé le nickel de l'agriculture. C'est dire tout l'espoir qui était placé par les autorités dans le développement économique de cette filière. Plus de 110 ans après l'introduction des premiers caféiers par les frères maristes, la culture du café s'est effondrée. Seuls quelques particuliers résistent encore, notamment sur la côte Est. C'est le cas de Moïse Meuret. Il est persuadé que la caféculture peut à nouveau se développer. L'homme parcourt ainsi les routes à la recherche de ces fameuses cerises. Dans les vallées ou au bord des chemins, il connaît tous les producteurs et la région comme sa poche. Le café de la côte Est, une production sur le déclin, 3 tonnes l'an dernier. Cet homme garde pourtant espoir. Moïse Meuret sillonne les routes pour récupérer le précieux fruit. Il travaille pour le GAPS, le groupement des agriculteurs et producteurs de la côte Est. Alors, on rentre à Tiwai, là, c'est une zone de collecte. Ce jeudi du mois d'août, il va rendre visite à Julien Colélé. L'homme habite dans une tribu de la commune de Touo. Cet agriculteur de 60 ans répète des gestes qu'il ne peut faire qu'en saison fraîche. De juin à août, il récolte une partie de ses pieds de robusta, du café soleil, réputé plus productif que le café sous ombrage. Le café, c'est bon, c'est le café quand tu réveilles bonhomme, il faut boire café. Et puis le café, il donne la force. Quand tu vas au travail, mais avant, il faut qu'on boive café. Et moi, j'ai dit pour tous les ceux qui ont abandonné le café, ben, je ne sais pas si, mais le matin, ben, quand ils réveillent, ben, avant d'aller au travail, ben, boire café. Bonjour Julien. Bonjour Moïse. Comment va la journée? Ah, il est bon, il a le soleil là. Ah, merci. Bonjour, Andé. Des cerises à maturité, le fruit de 15 ans de travail. C'est vraiment du beau travail. Mais je vais regarder quand même à l'intérieur de la cerise. Cette cerise, on va l'enlever de sa pulpe, la peau rouge, voilà. Et à l'intérieur, ce sont des fèves en parche humide. Donc, en regardant tout autour, mais vraiment, cette parcelle, vraiment, il n'y a pas de cerises piquées. Avec son travail, Moïse couvre les secteurs de Touo, Poindimié et Ponériouin. Des communes où l'on compte une centaine de petits producteurs.
Pendant la saison fraîche, il part à leur rencontre, mais parfois, ce sont eux qui viennent à lui. Ah oui. Voilà. 1, 2, 4, 6, 10. Ok. Bon, on va vider direct. Voilà. Jean-Paul Wally, originaire de Poindimier, apporte à Moïse aujourd'hui 10 touques de café, soit environ 120 kilos. On fait des affaires au bord de la route. Hein. Mais pour nous aussi, c'est plus rentable parce qu'on collecte le bord de la route qu'aller dans les tribus. Ça nous permet aussi des déplacements pour rien aussi. Hein. Et il est comment le café? Alors là, c'est vraiment c'est ça la traçabilité du produit. Ce qu'on dit aux gens de ramasser 48 heures à l'avance avant que le collecteur passe pour la collecte. Un café fraîchement cueilli dans la vallée de la Tiwaka. La transaction se fait en liquide, 1000 francs la touque de 12 kilos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Merci beaucoup. Allez, allez, manager, dis-moi. Bonne journée. À la prochaine. On vit du café aujourd'hui? On fait un peu de tout aujourd'hui. Le café, ça a diminué un peu aujourd'hui. C'est plus comme à l'époque. À l'époque, c'est des gros camions qui ramassent partout. C'est plus des petits camions. Aujourd'hui, ça a diminué. Avant, il faut lancer les sacs en l'air. Rappeler une grosse bête. L'âge d'or du café est révolu. Vers parasites, boom du nickel, fourmis électriques, événements, ces facteurs expliquent le délaissement des caféeries. Mais il reste des irréductibles comme Paul Waka, 61 ans. Il amène à Moïse son Robusta, cultivé dans la vallée de la Tiwaka. Des pieds de café soleil de plus de 3 mètres de haut et des cerises au rendez-vous. Les fourmis électriques ont disparu du champ après un incendie. Voilà, là. On fait ça là, puis après tu ramasses les cafés. Mais on ramasse seulement ce qui est rouge. Mais les verts, on laisse pour le prochain. C'est un travail difficile ou pas, monsieur? Oh, c'est un peu difficile, quoi. C'est difficile, quoi, à ramasser. Surtout quand ils sont hauts comme ça. Nouvelle étape de la tournée de Moïse, une autre vallée de Poindimier. Là, c'est juste une tournée en montant, là. On va repérer les sacs. Et ce retour qu'on paiera au bord du champ, le café collecté par les producteurs. Ici, une petite dizaine de producteurs et au fond de la vallée, la tribu de Saint-Thomas. Un, deux, chacun 1000 francs. Le café, une culture d'appoint pour les populations de la côte Est. Dans la benne de Moïse, en une matinée, plus de 120 kilos de fruits. Et il est temps de quitter cette vallée d'Amoa, où le temps semble s'être arrêté. Les cerises de Moïse ne peuvent attendre, elles sont maintenant traitées à Ponériouin. Il faut aller vite pour ne pas dégrader le fruit. Dans cette usine des années 60, un dédale de tuyaux, de tambours et d'installations. Une gare de triage pour le café et à la manœuvre, un seul homme, un jeune machiniste. Et ici, le dépulpeur. Le dépulpeur, sa fonction, c'est dépulper le café, enlever la peau de la cerise. La peau, elle sort par ici pour aller dehors par la vis. Sinon, la cerise, la graine, le café vert, on monte par la vis pour aller dans les 2 bacs d'égouttage. Là, j'attends d'étaler le café dépulpé dans le 2e bac, bien étalé pour que ce soit mieux goûté. Le café égoutté devra ensuite sécher pendant une dizaine de jours.
du café vert que l'on va retrouver quelques semaines plus tard, torréfié. Tout se passe dans une unité de point d'imier. Dans cette machine, les grains sont chauffés à plus de 170 degrés pendant plus d'une demi-heure. Moïse amène régulièrement sa récolte et suit son café jusque dans la tasse. Là, c'est vraiment du bon café parce qu'il y a vraiment une forte acidité. Et dans l'acidité, c'est ce fameux corps et force. S'il y a ça, votre café, il est adorable. Voilà. Avec ces mots, Moïse continuera de défendre le Robusta de la côte Est et d'encourager les planteurs. Mais la production n'arrive pas à satisfaire la demande locale. Malgré ses atouts, le café a du mal à survivre et reste comme dans une demi-pénombre. C'était un reportage de Valérie Jonot et de David Sigal. Autre passionné de café sur la côte ouest, cette fois-ci, Jean-Paul Bellhomme. Bonjour. Bonjour. Alors merci de nous recevoir à Farino sur votre propriété familiale, et ce depuis 1905, où vous cultivez principalement de l'arabica, le bourbon pointu, plus connu sous le nom de Café Le Roi. On l'a vu dans le reportage précédent, entre le robusta de la côte est et l'arabica de la côte ouest. Quelle différence en termes de travail et de rendement? Alors en termes de travail, je pense que c'est à peu près équivalent. En termes de rendement, c'est nettement supérieur pour l'arabica. On a une qualité au niveau du rendement qui est assez bonne, bien que le robusta produise beaucoup. Mais c'est un arabica qu'on recherche de plus en plus. Alors en quoi la production de café est un travail difficile, une culture fragile? C'est un travail difficile parce que c'est un arbre, il faut s'en occuper toute l'année. Il n'y a pas de période où on peut laisser une plantation sans rien faire. Et en plus, c'est très exigeant en Calédonie parce qu'il y a beaucoup d'intempéries. Là, en ce moment, c'est la sécheresse. On subit depuis 4 mois une sécheresse terrible. Ensuite, il y aura peut-être un cyclone, on ne l'espère pas, mais ça peut arriver. Donc, vous voyez, le travail ne manque pas. Vous êtes l'un des derniers grands producteurs de café. Qu'est-ce qui vous a fait maintenir cette exploitation? Il y a 2 choses. La première, c'est qu'on a commencé en 98, donc quand vous avez commencé depuis plus de 10 ans, vous avez envie de continuer, il ne faut pas baisser les bras. Et la seconde, c'est que notre bourbon pointu en Calédonie est un café qui est excessivement recherché, excessivement demandé et qui est un des plus chers du monde à l'heure d'aujourd'hui. Alors justement, quelles sont ses qualités? Qu'est-ce qui fait sa réputation? Alors sa réputation de ce bourbon pointu, elle est essentiellement basée sur le fait que c'est un grand cru. Il n'y a aucune amertume à la tasse et il est quasiment décaféiné naturellement. Donc ça, c'est unique dans le monde du café. La qualité vient également du terroir. Vous savez, c'est comme un grand vin. Un grand café, ça vient du terroir. Ici, on est à 400 mètres d'altitude. On n'est pas au niveau de la mer. Et ensuite, la qualité est liée à ce que vous allez faire avec cette cerise du caféier. Comment vous allez la traiter? Nous, on la traite à l'eau de pluie, on la sèche au soleil pendant 3-4 mois. Tout ça, ce sont des facteurs qui sont très longs, un travail très dur, mais la tasse est merveilleuse. Vous avez 5 hectares, 30 000 pieds. Vous avez fait le choix de faire de tout, de A à Z, de la pépinière à la production, au traitement, à l'emballage. Pourquoi? Oui, ce choix, on l'a fait dès le début parce qu'on a estimé que notre production, qui porte notre nom, on ne pouvait pas la galvauder, on ne pouvait pas, par exemple, la donner à quelqu'un qui aurait pu la mélanger ou ne pas la rendre aussi pure qu'elle était. Donc, on a décidé de tout faire. Et c'est une belle aventure, c'est un challenge encore plus grand. Après 2 ans de production difficile, liée, vous le disiez, là, aux mauvaises conditions climatiques, comment s'est déroulée cette récolte 2015? Alors la récolte 2015, c'est un petit peu mieux que 2014. On a fait 500 kg au lieu de 150 kg.
mais c'est encore nettement insuffisant par rapport à ce qu'on nous demande. Pour faire une belle récolte, il faudrait faire 1 tonne, 1 tonne 2. Vous avez décidé de faire du café haut de gamme. L'essentiel de votre production est envoyé à l'exportation? Alors, on essaye de satisfaire d'abord la clientèle locale, les Calédoniens, car on est dans notre pays, il faut quand même penser à chacun de nous. Et puis, il faut dire aussi que pour la réputation, c'est indispensable d'exporter. On exporte sur le Japon, sur la métropole, en Angleterre. Merci Jean-Paul Bellhomme de nous avoir accueillis sur votre magnifique propriété. Merci bien. Direction à présent La Foi, où la cantine responsable de l'internat provincial expérimente une nouvelle formule pour proposer des plats goûteux et équilibrés. Le concept est original. Il s'agit d'impliquer tous les acteurs du secteur, des élèves aux chefs cuisiniers, en passant par les producteurs calédoniens. Regardez ce reportage de Caroline Antiche-Martin et de Gaël Decheverry. Des élèves, un prof, un tableau. Ne vous fiez pas aux apparences, ceci n'est pas une classe, mais un atelier pilote. Vous avez déjà été dans une cuisine professionnelle? Là, c'est la première fois que vous allez travailler dans une cuisine professionnelle alors? Vous avez peur? C'est vrai? Aux manettes, Gabriel Levionnois. Initialement, ce chef calédonien réputé est venu à l'internat provincial de La Foi pour former le chef et son équipe à la préparation de repas équilibrés à base de produits locaux. Pour établir le menu idéal, les pensionnaires ont été consultés, puis carrément enrôlés. Dans une cuisine, on peut se couper, on peut se brûler, on peut tomber. Pour éviter de tomber, qu'est-ce qu'on fait alors? Voilà, ne pas courir. Mais avant d'entrer en cuisine, on fixe les règles. On a un repas ce soir à fournir pour les internes. On veut que ça se passe bien. Donc, plutôt que de leur imposer des règles, on a préféré, on va dire, travailler avec les enfants pour que ce soit eux qui sont au centre de ce dispositif. Ce soit eux qui écrivent un petit peu leurs règles, un petit peu la charte dans laquelle ils veulent travailler. C'est plus un atelier participatif, on n'impose pas. Donc, voilà, et là, je leur fais signer, c'est simplement qu'ils se responsabilisent, qu'ils adhèrent. Parmi les 11 marmitons du jour, Thomas, 11 ans. Il rêve de devenir chef comme son papa. Tout le monde a signé? C'est quoi l'importance de signer là? Et Élisée, 12 ans, elle adore cuisiner. D'accord. Ok, c'est vous qui avez décidé. Une fois les règles établies, direction les cuisines. Première étape, la tenue. Tu peux voir ça, toi? Trop petit. Allez. S'il n'y a pas de short, c'est pas grave. Après, je vais vous donner des tabliers. Tablier, t'as pas? Il n'y en a plus là? Allez, mettez les tabliers à bavette, c'est bien. Bon, pendant que vous vous préparez, on met une tenue de travail. C'est l'uniforme du cuisinier, quoi. Tout ce que vous avez là, c'est obligatoire. Moi, j'ai les chaussures en plus. C'est mes chaussures de cuisine qui restent ici en cuisine. Ça, c'est une question d'hygiène, ok? Quand on va rentrer dans l'autre pièce, là-bas, on va tous se laver les mains aussi. Venez. Mais tout d'abord, visite des chambres froides et des réserves avec le chef Pascal, alias Calou. Poussez-vous, quand vous avez vu, congélateur là-bas, zone de décongélation ici. Calou tient sa passion pour la cuisine de sa maman, Mamie Foliani. Tous les jours, lui et son équipe fabriquent 1200 repas pour les écoles de La Foi, Moindou, Thio et Saramea, sans oublier l'internat provincial. Après 32 ans de restauration collective, sa motivation reste intacte. C'est pour montrer qu'il y a différents endroits de stockage. Là, on a les fruits, les légumes, là, il n'y a pas trop parce que dans 2 jours, on est en vacances. Et les boîtes de conserve qui vont servir dans vos salades. Allez. Ça vous fait plaisir de venir visiter? Oui. Tu vas aller finir. Toi, tu vas finir ton plateau maintenant? Ok. Vous êtes prêts à travailler? Oui, chef. Oui, qui? Oui, chef. Plus fort? Oui, chef. Allez, au boulot. Et du boulot, il y en a à la louche. Objectif, préparer 170 repas en 4 heures. On va mettre les patates au lait de coco au four
Et puis après, on va attendre les ordres du chef. Pour les apprentis cuisiniers, c'est tout un univers à découvrir. On ne sait pas ce qui se passe avant, après, comment ça se passe, comment c'est disposé. Nous, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on a voulu faire ça. En fait, pour nous, c'est une activité découverte. Moi, c'était plutôt pour découvrir de nouveaux plats, de savoir tout l'ensemble de la cantine et puis connaître un peu plus de personnes. On va démarrer la sauce tomate. Il y a une sauce tomate chez vous. Là-bas, c'est oignon, ail, concentré de tomate pelée. Et ensuite, on va épicer, mettre du poivre. Et on va sucrer un petit peu. Vous faites des sauces tomates chez vous ou pas? Pas facile de manier la spatule XXL, mais la patience et la pédagogie de toute l'équipe font merveille. Après plus de 3 heures en cuisine, Thomas et Élisée sont toujours aussi motivés. Ce qui me plaît, c'est de faire déjà la cuisine, de rigoler. Et ce qui ne me plaît pas, il n'y a rien. Alors de bien parce qu'on travaille en collectivité et de moins bien que tout va bien, non. Il n'y a rien qui va pas bien ou quoi que ce soit. Même satisfaction du côté des pros, tous sont impressionnés par l'implication des enfants. J'avais peur un peu que les enfants soient vraiment dissipés et tout, et non, ils sont très intéressés par ce qu'ils font, ils veulent participer à tous les petits ateliers qu'on a mis en place. Je suis très très satisfait. Très touché en même temps de voir nos enfants participer à notre métier. Ils ont un autre sentiment de la nourriture, c'est pas de juste mettre du carburant, quoi. Il y a le côté plaisir qu'ils découvrent en même temps aussi. Je suis un peu surprise parce que moi, en fait, je travaille là depuis des années. Mais le truc, c'est que le contact avec l'enfant, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Tandis qu'aujourd'hui, c'est comme si c'était mes enfants. Je suis avec mes enfants, quoi. Allez, tourne bien ça. Et les enfants ne se lassent pas d'apprendre. Leçon suivante, comment touiller efficacement la salade de fruits. Garçon, voilà, travaille avec des bons outils. Non, on ne tourne pas comme ça. On prend du beau sur le côté toujours et on ramène vers le milieu. Si on plante dedans, on va tout casser. Si on veut nourrir nos enfants et les nourrir correctement, ça passe par le chef de cuisine et son équipe. Et c'est une initiative qu'on a prise avec Philippe Revers du vice-rectorat pour pouvoir essayer de participer un petit peu en tant que chef de cuisine à améliorer la qualité des repas avec des produits locaux. Viens là. Allez, on nettoie là, on laisse pas une table comme ça. On amène tout à la planche là-bas. Dans le menu proposé ce soir, tous les produits, ou presque, viennent de la région de la Foix. C'est ça aussi le principe d'une cantine responsable. Bon. Le thon, le cerf, c'est des produits qu'on doit consommer aujourd'hui. Il est intéressant en tout cas de mettre dans les cantines. Il y a beaucoup d'élèves qui prennent chaque jour leur repas. On est quand même à 60 000 élèves jour qui prennent des repas dans les cantines. Je pense que ça valait le coup de se poser un petit peu la question comment on pouvait peut-être améliorer leur quotidien à travers ce qu'ils mangent. Il est 19h30, les pensionnaires affamés investissent le réfectoire. Surprise, ce soir ce sont leurs copains qui servent le dîner. Et quel dîner! Salade de cerf, aiguillettes de thon pané, gratin de patates douces et de poingots, glace aux fruits de la passion et ananas frais à la poudre d'omaille. Verdict? C'est bon, c'est net. C'est délicieux, puis on ne sait pas comment ils ont fait, mais c'est trop bon. C'est bien parce que c'est des élèves de l'internat qu'on préparait. C'est net parce que ça change. Parce qu'on ne mange pas ça tous les jours. Oui, la cantine responsable s'appelait et ce n'est pas forcément plus cher. Moins de 300 francs pour ce repas de fête. Gabi et Kalou ont atteint leur objectif. Je remercie l'équipe de cuisine, ainsi que Gabriel et Yannick qui nous ont accompagnés pour faire ce repas aujourd'hui. Reste à appliquer le concept à d'autres cantines. Ce n'est rien de moins que la santé alimentaire de nos enfants qui est en jeu. Un grand merci à nos invités et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Un grand merci à vous qui nous suivez depuis 50 ans maintenant. À très bientôt sur NC Première.